et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct du FIC 2015. Aujourd'hui, le thème est consacré à Israël et la cybercriminalité. Donc, à force d'attaques récurrentes, elle est devenue, par la force des choses, leader en termes de cybersécurité mondiale. Pour nous en parler, deux invités. Guy-Philippe Goldstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant écrivain. Et Dominique Bourra, qui est également consultant cybersécurité. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement. Donc on a bien évoqué l'idée qu'Israël était vraiment leader mondial, personne n'est là pour contester ça. Quelle est la particularité justement de son positionnement en tant que leader ? Alors Israël compte un nombre record de sociétés de cybersécurité. On a 250 sociétés de cybersécurité recensées en Israël. Et au-delà de la quantité, il y a un aspect qualitatif indéniable avec des savoir-faire extrêmement spécifiques à la Silicon Valley israélienne. Alors ce qui est assez exceptionnel, c'est que 5% du PIB donc du pays est consacré quand même à la cybersécurité. Est-ce que, comme on l'a dit en introduction, le fait d'avoir été attaqué continuellement a renforcé justement son positionnement en termes de... Ça, c'est malheureusement un problème qui s'est transformé en atout. Effectivement, c'est le fait qu'Israël, pour des raisons souvent politiques, on peut imaginer, est bombardé par des attaques de n'importe quel style, des moins sophistiqués aux plus compliqués qui pourraient venir du reste de la région. Mais il y a d'autres atouts qui expliquent aussi cette force de l'écosystème israélien. Il y a de l'immigration, des expatriés qui vont jouer des rôles de relais. Et puis il y a une organisation en fait tout simplement de l'écosystème numérique israélien avec une bonne compréhension de la manière de faire vivre le capital risque en Israël qui sont un des éléments qui font qu'il y a beaucoup de boîtes israéliennes qui se développent, qui trouvent du financement aux États-Unis, en particulier dans la cybersécurité, et qui peuvent donc rapidement obtenir des tailles conséquentes, significatives pour leur développement. Alors on en parlera plus tard des investissements qui effectivement viennent de l'étranger. Quels sont les trois piliers donc, du développement de la cybersécurité en Israël ? Parce que la cybersécurité c'est large. Exact. Quels sont ceux sur lesquels on mise essentiellement ? Alors il y a effectivement le tissu industriel que j'évoquais précédemment. Il y a le tissu académique avec les 7 grands pôles de recherche universitaire en Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, avec des centres comme le Technion de Haïfa qui sont de renommée mondiale. Donc à chaque fois, dans chacun de ces instituts, en fait, on a des centres de cybersécurité, de recherche cybernétique. Donc ça, c'est un atout. Et puis il y a évidemment toute la ressource militaire extrêmement diversifiée, salle servant d'espace collaboratif pour la cybersécurité, entre autres, mais pas seulement. Et donc ça donne un espace de recherche absolument colossal, avec des moyens énormes et des ressources humaines qui sont au top, parce qu'on a des ingénieurs de premier plan qui travaillent sur des projets avancés, avec effectivement des consignes pour aller très loin dans ce qu'il est possible d'exécuter. Et ces personnes formées dans le cadre militaire servant ensuite d'élite pour la Silicon Valley israélienne. Tous les grands créateurs d'entreprises en Israël, que ce soit les startups, les grands groupes israéliens de sécurité, viennent de ces unités d'élite de l'armée israélienne. Je rajouterai un dernier point sur ce qu'a dit Dominique, c'est le rôle en fait de l'État, au-delà de l'armée, qui a su prendre assez rapidement les devants de cette question de cybersécurité dès la fin des années 90. Et qui a rempilé un petit peu là-dessus, en fait, il y a à peu près 2 ans, avec un vrai effort autour du bureau du Prime Minister Office, de compréhension à nouveau de ces enjeux-là, et à partir de là, d'une orchestration de la poursuite du développement des industries de la cybersécurité en Israël. En fait, on a pris les choses en amont et on a fait en sorte que ça se mette en place. Alors... C'est quelque chose de très vivant, si je peux me permettre. C'est-à-dire que ce n'est pas un organigramme figé comme on le voit dans beaucoup de pays. Et un des facteurs de succès justement de ces dispositifs gouvernementaux, c'est une dimension extrêmement dynamique. Ils se remettent en question. Alors j'aime bien employer l'image du Rubik's Cube avec des facettes assez complexes, mais qui interagissent entre elles. Donc on évoquait alors, même au niveau militaire simplement, il y a tellement d'unités avec des compétences diverses qui s'articulent entre elles de manière souvent insaisissable, y compris en Israël même, que cette image du Rubik's Cube est assez saisissante. Du coup, on n'est jamais face à la même configuration. On voit des experts extérieurs qui tentent de décrire, alors la Silicon Valley israélienne bien sûr, la cybersécurité israélienne, mais dès qu'on rentre dans les détails, du coup ça devient insaisissable parce que c'est en mouvement permanent. Parce que ce qu'on pense, Guy Philippe qui est un observateur très fort également de ces aspects-là, mais
c'est en perpétuelle évolution, mouvement. C'est intéressant ce que vous dites parce que du coup quand on parle d'éternel mouvement, toujours en surveillance, c'est-à-dire qu'il paraît qu'il n'y a pas de loi concrètement qui encadre la cybercriminalité à Israël. Alors pourquoi? C'est aussi parce qu'on souhaite tirer profit des crimes qui sont entre guillemets... Pour être très clair, il n'y a pas de ligne Maginot, ce qui serait catastrophique, c'est-à-dire de considérer qu'il y a une cyberdéfense justement figée, comme ça peut être le cas ailleurs. Là, non seulement c'est dynamique, mais c'est extrêmement flexible, sans rigidité, et on accepte les interactions internes et externes. Du coup, ça permet de voir les cyberattaques se manifester dans des phases extrêmement amont, extrêmement faibles. On peut tirer parti de signaux très faibles, ce qui ne serait pas le cas s'il y avait des murailles de Chine qui protègent systématiquement l'ensemble. Donc l'aspect un peu déstabilisant, c'est qu'il n'y a pas véritablement de protection titanesque autour des infrastructures israéliennes et qu'au contraire, on essaye d'anticiper et d'être plutôt en early stage, en early warning et pas en défensif. Voilà. Ça, c'est un point très important ce que dit là Dominique, parce qu'on voit bien là en fait tout l'avantage en termes de renseignement, un renseignement pour le pays évidemment, mais aussi un renseignement pour l'ensemble des autres alliés d'Israël. Un autre point sur lequel je voudrais insister et dont a parlé Dominique, c'est effectivement cet aspect de 3 piliers fondamentaux autour de la cybersécurité aujourd'hui, à savoir le développement industriel, le développement de l'armée et, il ne faut jamais l'oublier, le développement universitaire. Ces 3 piliers-là ont été mis en avant dans les rapports, dans les travaux qui sont issus de la Task Force sur la cyberdéfense d'Israël, qui a été conduite par le général de réserve Yitzhak Ben Israël et qui sont à l'origine de ce qui est devenu le National Cyber Bureau qui a été créé il y a de ça 2 ans. Alors on parle beaucoup de cybercriminalité, on évoque aussi la guerre électronique. Je crois que vous serez plus à même de nous en parler, qui est un peu plus vicieuse quand même que la guerre. C'est un autre volet. Alors d'ailleurs, quand on parle de cybercriminalité appliquée à Israël, on est en fait dans une logique de cyberguerre également, puisque historiquement, Israël a développé ses défenses au moment de la première intifada, qui était également une intifada électronique et qui ensuite s'est poursuivie avec à chaque guerre d'Israël une composante cybernétique. Ça a été le cas pendant les 50 jours d'attaque du Hamas pendant l'été. Il y avait des attaques perpétuelles contre Israël. Donc ça, c'est de la cyberguerre. À cela s'ajoute la cybercriminalité auquel sont confrontés tous les pays du monde. Et puis ensuite, il y a la guerre électronique, effectivement, qui est un autre volet, qui fait appel à d'autres technologies. Si on peut faire extrêmement simple, là où la cyberguerre serait basée sur des logiciels, des systèmes d'attaque extrêmement sophistiqués, la guerre électronique reposerait sur, tout simplement, in fine, l'aveuglement d'un adversaire, l'aveuglement électronique par submersion de signaux, par du brouillage, par des techniques qui font appel à de la saturation électronique. Voilà. Alors Guy-Philippe Goldstein, vous avez évoqué en début d'émission, parce que tout ça, eh bien forcément, ça met en avant le développement de la formation et justement le développement de start-up. Aujourd'hui, le secteur est quand même estimé à 2,7 milliards d'euros. C'est quelque chose auquel se prédestinait Israël. C'est 2,3 milliards de chiffre d'affaires. Un chiffre considérable comparé à l'ensemble du marché de la cybersécurité qui est vu entre 50 et 60 milliards. Donc Israël aujourd'hui de facto le 2e rang en termes d'exportateurs. 3 milliards, il faut le mettre aussi en rapport au PNB d'Israël, je crois que c'est 1 à 2% du PNB, donc ce sont des chiffres considérables pour une industrie qui en tant que telle n'est pas non plus une industrie énorme aujourd'hui à date. Et ça, il faut bien le voir, c'est quand même c'est un élément de la cybersécurité, mais qu'on peut replacer à nouveau dans le contexte d'une utilisation très maligne des fonds, des capitaux risques, et en particulier de l'idée de faire venir des capitaux risques américains pour nourrir un écosystème israélien. Et en Israël, il n'y a pas de problème à ce qu'une start-up, qu'elle soit de cybersécurité ou d'ailleurs, puisse être rachetée par un grand groupe américain. Parce que l'idée sous-jacente derrière, c'est que si un grand groupe américain achète une boîte israélienne, ça valide l'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui vont quand même arriver en Israël. Et donc, ça veut dire que pour tous les ingénieurs qui seraient dans le coin, il faut continuer à développer et aller travailler dans cet écosystème-là. Merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On est toujours en direct sur le FIC. À très bientôt.